Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour parler de la bourse, de l'économie, de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé cette semaine boursière. Cette semaine qui était plutôt positive et cette vidéo va être transpirée de l'humeur positive parce que je vais vous parler d'une nouvelle pronostic de JP Morgan Chase, on va l'analyser. Pourquoi elles sont tellement optimistes par rapport aux marchés financiers? On peut se demander la question, est-ce que nous, les investisseurs en France, les investisseurs particuliers, on peut s'inspirer de cet optimisme de JP Morgan Chase? Tout cela en détail, vous allez voir dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et je vous rappelle que je suis présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram pour les discussions quotidiennes. J'ai également le site minddecash.fr où il y a mon blog, je fais les posts tous les jours effectivement, je donne mon avis sur les marchés financiers et je fais une rapide synthèse de la presse économique. J'ai également lancé la chaîne Instagram, en fait, la page Instagram, pour parler un petit peu de la Provence depuis que mon installation ici dans le sud de la France. Si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre, mais c'est beaucoup moins économique que les autres réseaux sociaux. Voilà, c'est parti. Nous commençons par l'analyse très rapide de ce qui s'est passé en bourse cette semaine. Donc c'était une semaine que moi j'ai estimée comme une semaine très importante pour la tendance boursière. Et la tendance de cette semaine était très positive. Les marchés ont fait un excellent rebond. Moi, je suis plutôt sur les marchés américains. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne Mind de Cash depuis longtemps, je suis plus spécialisé dans le marché américain, même si je suis toujours, bien sûr, le marché français. Mais globalement, sur les bourses mondiales, c'était une semaine de rebond. Voilà, bon. Ah, pourquoi il y a eu ce rebond? En fait, c'est un peu difficile à dire. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner mon opinion des marchés, ma stratégie, évidemment. Je vais vous la ouvrir comme je le fais dans tout le café de dimanche. Mais dans tous les cas, c'est le marché qui a toujours raison. Et cette semaine, c'était clairement une semaine de bonne humeur sur les marchés. Donc, les rachats à bon compte, j'imagine que c'était ça plutôt le principal driver. Et comme par hasard, encore une fois, on voit que les analystes des grandes banques d'investissement, les grandes banques américaines qui font souvent des pronostics des marchés, je vous rappelle qu'en fait, à la fin de l'année dernière, ils étaient tous très positifs. En fait, ils disaient que, certains disaient que le S&P 500 ira jusqu'à 5000, certains disaient 5002, même 5004. J'ai vu les pronostics. Je crois que le pire, en fait, vraiment le plus pessimiste de l'époque, c'était quelqu'un qui a prédit que S&P va reculer sur 4400. Encore une fois, c'était à la fin de l'année dernière, avant la guerre en Ukraine, avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Et maintenant, dès que les risques sont apparus sur le marché, ils ont tous inversé l'averse. Ils ont commencé à dire ah non, 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 c'est la catastrophe. Et maintenant, tout récemment, ils disaient que probablement que même le S&P 500 va descendre finalement en dessous de 3000 points. Donc, ok. Donc là, vous voyez comment les analystes sont cohérents par rapport à leurs objectifs d'il y a encore quelques mois, voire quelques semaines. Et quand vous les écoutez, il faut toujours faire beaucoup attention. Même si aujourd'hui, je vais faire la référence sur une des pronostics de JP Morgan Chase, il faut quand même les écouter. C'est ça qui est important, d'établir un certain comportement, on va dire, de point de vue investisseur par rapport aux différents avis des analystes. Ça ne concerne pas uniquement les banques, mais aussi les autres commentateurs économiques. Il faut les écouter, il faut écouter les argumentations et après, toujours et encore, prendre la décision soi-même. Parce que, comme je vous dis, que pour construire une stratégie que j'appelle tranquille biche. En fait, en gros, pour moi, c'est le synonyme que vous êtes à l'aise avec votre propre portefeuille de bourse. Vous devez être convaincu de ce que vous faites. Même si vous faites des erreurs, ce sera vos erreurs à vous et vous allez, on va dire, faire des conclusions cohérentes. En fait, il ne faut jamais essayer de répéter ce que fait une autre personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la chaîne Mind de Cash, elle est conçue de manière de ne pas, on va dire, essayer de ne pas influencer les avis. Je fais des portefeuilles modèles en fait pour vous dire quel est mon avis sur les entreprises par rapport auxquelles je vois le plus de perspectives, mais j'essaie de ne pas vendre des idées, en quelque sorte vendre des signaux, encore pire. Donc je construis le projet de telle manière que pour vous donner une information, pour mener votre propre réflexion pour arriver à une prise de décision d'investissement telle ou telle, peut-être inverse à mes arguments, peut-être vous allez trouver mes arguments incorrects, et peut-être ça va vous faire pousser vers d'autres réflexions qui vont vous mener
bonne stratégie selon votre approche. Voilà, en gros, c'est ça le but. Donc, il ne faut jamais prendre à l'être ce que disent les analystes, ce que disent les banques d'investissement. Voilà, et donc du coup, maintenant, il se retourne la veste encore une fois parce que les marchés ont commencé à rebondir et maintenant, JP Morgan Chase, elle s'attend déjà, il se fixe un objectif de 4800 points. Cette publication elle a été faite, je crois, le mercredi dernier, donc si ma mémoire est bonne, mais peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et à ce moment-là, le marché américain sur S&P, il était autour de 4700. Donc vous voyez, il s'attendait presque 1000 points de hausse sur l'indice principal de la bourse américaine. Donc d'où vient un tel pessimisme quand on voit que toutes les statistiques qui tombent en fait sont très mauvaises. Donc on peut se dire qu'il y a même plus de pensées catastrophiques plutôt que de pensées optimistes. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu l'exception et essayer de se mettre dans une posture optimiste et analyser quels sont les arguments de la banque qui pense que les marchés vont rebondir. En fait, ils disent que, première chose, que les États-Unis vont échapper à la récession. Aujourd'hui, dans les journaux, surtout cette semaine, on entendait partout le mot récession, récession partout, voilà, bon, peut-être même dépression parfois. Donc ça se passe toujours comme ça. Donc vous savez, le marché c'est une bête un peu psychopathique. En fait, quand elle est de bonne humeur, elle va dans une euphorie incroyable qu'on a vu dans les dernières années. Et quand ça va mal, il devient extrêmement déprimé très rapidement. Donc il faut toujours prendre avec des pincettes les gens qui croient aux marchés efficients. En tout cas pour moi, ils ont clairement tort. Parce qu'en tout cas, il y a énormément d'exemples qui prouvent le contraire, que cette stratégie des marchés efficients, qu'elle ne fonctionne pas. Évidemment, les marchés ne sont pas efficients. Les marchés ont beaucoup de psychologie. Et c'est souvent uniquement la psychologie qui dirige les tendances des marchés. Voilà. Ensuite, donc pourquoi ils pensent que les États-Unis vont échapper à cette récession? Après, il y a des différents facteurs, effectivement, parce que les États-Unis sont loin de l'Europe où les principaux problèmes sont concentrés. Et donc, évidemment, ça donne encore une fois, c'est un peu, souvent, ça fait peur un petit peu parce que la situation actuelle, même pas uniquement dans l'économie, me fait beaucoup penser à la Deuxième Guerre mondiale. Et en Deuxième Guerre mondiale, c'était le moment quand justement les États-Unis ont émergé comme la première puissance mondiale. Et après, il y a eu Bretton Woods en 1944, juste à la fin de la guerre, qui les a donné à la monnaie, au dollar, en fait, ce statut d'une monnaie internationale. Et quelque part, c'est ça la source de cette puissance monétaire que possèdent les États-Unis jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment, ils ont tout compris dès le début et ils ont conservé effectivement cet avantage concurrentiel gigantesque qu'ils ont obtenu justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand eux, il était, bon, je ne peux pas dire qu'il était épargné, évidemment, parce qu'ils participaient activement dans la Deuxième Guerre mondiale, mais dans tous les cas, il était moins touché, clairement, parce qu'il n'y a aucune bombe qui est tombée pendant cette période-là sur le territoire américain. Aujourd'hui, bon, on n'est pas encore là, heureusement, mais en tout cas, on a une guerre en Europe, on a une crise économique énorme, en fait, on a une inflation énorme, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont cassées après Covid, donc il y a tout un tas de critères, donc on en parle tellement souvent dans les vidéos de Mind the Cash que je ne veux pas tout répéter. Donc en tout cas, clairement, nous traversons une période difficile. Et encore une fois, les États-Unis sont un tout petit peu à l'écart, et ils ne sont pas concernés évidemment par la guerre en Ukraine, ils sont concernés par les chaînes d'approvisionnement, ils sont concernés évidemment par les phénomènes post-Covid, les phénomènes inflationnistes, mais pour eux, c'est relativement simple de gérer ce problème. Déjà, ils peuvent avoir plus de flexibilité au niveau de la gestion monétaire. Encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer trop en détail parce que sinon je vais m'enfoncer dans le sujet assez complexe. Mais dans tous les cas, je vais juste vous donner le résultat final de cette réflexion, c'est que pour les États-Unis, monter les taux, c'est plus facile que pour l'Europe et pareil de baisser les taux. Parce qu'en gros, leur devise, c'est une devise internationale et donc du coup, le dollar, ce n'est pas l'économie américaine, mais c'est l'économie mondiale. Donc en gros, quand les États-Unis impriment, entre guillemets, même s'ils n'impriment pas en réalité, s'ils amènent une politique expansionniste, c'est beaucoup plus facile et ça crée beaucoup moins de conséquences macroéconomiques sur l'économie américaine que ce serait le cas en Europe. Donc voilà, donc pour l'Europe, la tâche elle est bien plus compliquée parce que dès qu'on commence à monter les taux, évidemment, on crée un énorme déséquilibre pour les pays endettés, notamment l'Italie, et on revient plus ou moins dans la crise, à la crise grecque début des années 2010, voilà, de 2012, 2011, je ne sais plus quelle année c'était. Mais dans tous les cas, on va vite retomber dans cette crise de la dette souveraine, ce qui ne sera pas le cas aux États-Unis parce qu'encore une fois, ils profitent de cette puissance du dollar. Et donc, du coup, cet argument, moi, je le prends. Donc, pour moi, il est assez clair. C'est que les États-Unis peuvent, encore une fois, tirer un épingle du jeu
de cette situation difficile, et notamment le fait qu'il n'y a pas de guerre sur leur territoire, heureusement, tandis qu'en Europe, on a une guerre, et l'approvisionnement énergétique, et évidemment, l'énergie, c'est au cœur de l'économie, toujours et encore. Donc les États-Unis sont évidemment moins concernés. Ce phénomène elle est particulièrement visible sur les prix du gaz, parce que si vous comparez les prix du gaz aux États-Unis et en Europe, donc vous voyez que les tendances ne sont pas du tout les mêmes, sont limite incomparables. Pourquoi? Parce qu'en gros, le gaz est le plus difficile à transporter, donc c'est toujours possible avec le GNL, mais ce n'est pas les gazoducs en fait, qui alimentent en gaz directement les différentes régions des États-Unis. Donc, et ça montre effectivement que le problème d'approvisionnement énergétique aux États-Unis il est bien moins important qu'en Europe, où justement, et là il y a eu déjà les histoires cette semaine, ça c'était une des actualités économiques de la semaine passée, c'est qu'en Allemagne, effectivement, ils se préparent à la saison hivernale assez difficile parce que maintenant, c'est pendant la saison quand il fait beau. Donc, ils se préparent en mettant dans les stocks des gaz, en fait, dans les stockages, les réserves pour l'hiver. Et actuellement, justement, Vladimir Poutine avec Gazprom, ils sont en train de faire du chantage en fait, sur le gaz, suite évidemment à ce bras de fer, même plus que bras de fer, entre la Russie et les Occidentaux. En termes d'approvisionnement du gaz, ils savent que justement que l'Europe ne peut pas renoncer au gaz russe immédiatement, et donc du coup elle en profite pour créer des différents problèmes pour la saison hivernale à venir. Donc personnellement, je vais quand même donner un petit commentaire, même si j'aime pas trop parler de la géopolitique, c'est que c'est une erreur des Occidentaux, encore une fois, parce qu'ils ont cru à Vladimir Poutine, il y a eu des lobbies, évidemment, pro-Kremlin en Europe, et ils ont mis complètement de côté le problématique de diversification d'alimentation en énergie. Donc finalement, on s'est retrouvé ici en Europe à 100% dépendant dans certains pays du gaz russe et du pétrole moins, mais gaz surtout. Et gaz, évidemment, c'est une des sources principales pour le chauffage et pour la génération d'électricité. Donc maintenant, on assume les conséquences de ces décisions politiques. Donc après, c'est difficile à analyser parce qu'il faut l'analyse plus profonde pour dire où est-ce qu'il y a eu exactement une erreur, mais maintenant nous pouvons constater le fait qu'il y a eu une erreur. Donc maintenant nous avons un conflit militaire, l'Europe elle doit réagir et elle ne peut pas réagir à 100% parce que tout simplement il y a des leviers sur lesquels Vladimir Poutine peut appuyer pour justement influencer l'Europe d'aller dans telle ou telle direction. Donc dans tous les cas, si nous revenons à cette discussion de la récession aux États-Unis, donc effectivement, ils sont moins impactés par la crise énergétique, et donc du coup, leur inflation qui fait peur à tout le monde maintenant, qui bat les records et qui dirige la politique de la Réserve fédérale, elle peut s'essouffler assez rapidement, elle peut s'essouffler plus rapidement qu'en Europe. Ça, c'est un point super important parce que moi, je pense que dans les mois à venir, le spread économiquement parlant entre l'Europe et les États-Unis va être une très belle affaire. En quoi ça consiste? C'est que vu que l'économie américaine peut se porter beaucoup mieux que l'économie européenne dans les circonstances actuelles, nous pouvons voir de telle ou telle manière cette répercussion sur les marchés financiers. Et donc les indices américains peuvent performer mieux que les indices européens. Et ça, c'est plutôt mon avis pour la suite. Donc je pense que si vous cherchez des bets spéculatifs en fait assez peu risqués, ce type de spread peut être assez intéressant à envisager. Donc après, comment trader les spreads, c'est un discours à part, hein, parce que vous pouvez évidemment shorter l'Europe et être long les États-Unis, mais n'oubliez pas, si vous le faites avec des ETF, comme font beaucoup de personnes, c'est assez compliqué parce que les ETF qui sont short, et pour moi c'est une quasi-arnaque, donc là j'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos, c'est parce qu'ils sont construits de manière tellement complexe pour vous présenter le produit qui a l'air simple. En fait, la construction derrière elle est super complexe et vous perdez énormément d'argent sur le time decay. Et moi, si vous voulez mon avis, pour jouer ce type de stratégie, il vaut mieux le faire encore une fois avec des options. Donc ça, évidemment, c'est un instrument que moi j'utilise beaucoup. Et sur la chaîne Mind the Cash, vous pouvez trouver un club qui s'appelle Option Invest que vous pouvez rejoindre. Et toutes les informations sont dans la description à cette vidéo. Voilà, en gros, faites attention si vous voulez jouer le spread pour ne pas le faire avec des ETF inversés. Parce que les ETF inversés, c'est très difficile de prévoir. En fait, ils performent très très mauvais à long terme. Donc, c'est quasiment certain que vous allez perdre quoi qu'il en arrive à long terme avec des ETF inversés.
Voilà, en gros c'est ça. Maintenant on peut constater que les États-Unis peuvent performer mieux que l'Europe parce qu'ils sont moins concernés par la crise actuelle. Et ça c'est le point principal de JP Morgan Chase qui s'attend justement que l'inflation va ralentir et l'indice S&P 500 va repartir à la forte hausse pour atteindre 4800 points. Vous voyez, donc c'est énorme. Donc si on est là, donc dans ce cas-là, ma stratégie de garder quand même beaucoup de positions dans mon portefeuille, et principalement ce sont des positions sur le marché américain, ça sera une très bonne stratégie, vraiment une excellente stratégie. Parce qu'actuellement j'ai vraiment beaucoup d'actions, je suis même passé un petit peu dans le levier récemment parce que j'ai acheté 2-3 lignes à levier, donc ça c'est intéressant. Attention, quand on parle à levier, ça ne va pas forcément dire qu'on spécule. À levier, cela veut dire que notre exposition sur le marché dépasse les 100%. Donc par exemple, imaginez que si vous avez 100 000 euros sur votre portefeuille, ou bon, je ne sais pas combien, donc si par exemple l'ensemble de vos positions atteint 100 euros, donc certains banquiers vont vous dire non, vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus passer un euro. Donc si par contre il y a certains brokers qui peuvent vous permettre de trader à la marge, donc ça veut dire qu'ils vous donnent une empreinte, ça se fait de manière 100% transparente, donc on ne voyait même pas, vous avez une notion de buying power sur votre compte. Et du coup, par exemple sur Interactive Brokers, que j'utilise principalement pour passer mes ordres, en fait, il montre combien vous avez du cash et il montre combien vous avez de buying power, donc le potentiel pour acheter à levier. Parce qu'après, vous ne pouvez pas évidemment acheter éternellement, donc il y a des limites. Donc après, il y a une formule qui est relativement simple, mais en tout cas, elle vous limite à une certaine somme en fonction de combien d'argent vous avez déposé. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, à levier, ça veut dire que dès que vous avez dépassé 100% de votre cash que vous avez sur le compte, de votre trésorerie, donc si vous pouvez acheter à crédit, grosso modo. Donc certains pensent qu'acheter à crédit, c'est toujours une mauvaise idée. Pas forcément, pas forcément. Alors, à moins si vous maîtrisez votre crédit. Bon, évidemment, à quel taux vous empruntez. Donc chez Interactive Brokers, les taux d'emprunt comme ça, ils sont relativement démocratiques. Mais par exemple, sur eToro, ce que j'ai entendu chez des personnes qui utilisent ce broker, il faut faire attention parce que ça, c'est très cher. Donc il faut quand même faire beaucoup attention au taux auquel ce broker vous prête de l'argent pour acheter les titres à la marge. Donc ce n'est pas forcément très dangereux parce que si vous n'abusez pas, donc si vous restez on va dire conservatif, vous achetez, vous continuez votre stratégie pour s'exposer un petit peu plus parce que si vous êtes convaincu de certains titres, vous voulez saisir des opportunités, vous pouvez pourquoi pas aller à un petit levier pour dépasser peut-être aller à 150%. Si vraiment l'occasion est absolument incroyable, vous pouvez aller à 200%, mais ça commence à être déjà assez risqué et assez spéculatif. Voilà, c'est juste pour vous dire. Donc voilà, si cette stratégie fonctionne, si JP Morgan Chase ait raison, dans ce cas-là, je vais gagner beaucoup d'argent à 4800 points sur S&P 500. Pour moi, ce sera vraiment une excellente bonne nouvelle. La deuxième raison pourquoi JP Morgan Chase est tellement convaincu, c'est parce qu'il y a trop du cash. Trop du cash sur les comptes des investisseurs et ce cash, il faut le parquer quelque part. Donc on peut le parquer sur le marché obligataire, mais il y a eu un événement absolument incroyable aussi qui a été publié cette semaine. Au début, d'ailleurs j'en ai parlé dans mon blog sur mindthecash.fr, c'est que aujourd'hui la règle qu'utilisent certains fonds conservatifs de placer 60% sur le marché obligataire et 40% sur une action. Donc, elle a très mal performé. Pourquoi? Parce que le marché obligataire aujourd'hui est plus risqué que le marché d'actions. Donc, encore une fois, je le répète parce que vous pouvez croire que je suis fou, mais c'est vrai que le marché d'obligataire est devenu plus risqué que le marché d'actions. C'est quelque chose que déjà j'ai parlé dans mes dernières vidéos. Je vous disais qu'il n'est pas impossible qu'un jour, on va changer un petit peu la catégorie des risques et on va voir les obligataires qui étaient pendant longtemps marché manipulé, le marché de la dette souveraine surtout, qui peut devenir beaucoup plus risqué que les marchés qui sont traditionnellement considérés comme plus risqués, notamment les marchés d'actions de grande qualité. Et je vous ai donné un exemple, je crois que c'était dans le dernier café de dimanche, que moi je suis plus convaincu d'investir par exemple dans l'action Microsoft que investir dans la dette italienne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pareil comme moi? Moi, je pense que j'ai plus de visibilité avec Microsoft qu'avec la finance publique italienne. Voilà, c'est juste ça. Et visiblement, je ne suis pas le seul à croire comme ça. Donc, ce qu'on voit maintenant dans les cours de bourse, parce que les obligations ont chuté, et donc du coup les rendements ont monté, et par contre les actions ont baissé aussi, mais on ne peut pas quand même
soyons objectifs, on ne peut pas parler d'une chute boursière brutale pour le moment en tout cas. Voilà, et si je retourne sur l'analyse technique, parce que cette semaine pour moi elle était plutôt intéressante de point de vue technique, vous connaissez le canal de technique qui fonctionne pour moi en tout cas juste depuis le début de cette année, c'est incroyable, ça fait longtemps que je n'ai pas vu que mon modèle technique fonctionnait aussi longtemps et aussi exactement depuis une période aussi longue. Donc je l'ai publié en fait les graphes sur mindthecash.fr, sur mon blog, c'est gratuit évidemment, vous pouvez aller le voir. C'est que dans ce canal, on est en train de circuler. Donc pour moi, c'est un rebond. Je ne suis pas, pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec JP Morgan Chase, même si j'accepte leurs arguments que aux États-Unis, on peut effectivement avoir un rebond plus violent. Mais pour le moment, je ne vois pas assez d'optimisme. Je pense que le fait qu'il y a assez de cash chez les investisseurs, c'est bien, mais ça ouvre un potentiel. Mais ça ne suffit pas pour dire que voilà, on va partir sur un bull market plus ou moins long. Pour moi, il faut quand même des catalyseurs macroéconomiques positifs. Et un de ces catalyseurs, je suis avec une casquette positive, casquette bulle aujourd'hui. Le catalyseur peut venir effectivement de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est un problème énorme, c'est un énorme black swan qu'on vit cette année. Et cette guerre, avec la fin d'invasion de Donbass et de Luhansk, on peut parler que peut-être cette guerre va sortir d'une phase la plus meurtrière, la plus sanglante. À ce stade, on peut espérer que la phase la plus meurtrière, la plus sanglante de la guerre peut être terminée ou pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine, c'est juste une hypothèse, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Et probablement, ils vont commencer à chercher un compromis, chercher une façon d'arrêter la guerre, parce que déjà, Vladimir Poutine, selon les différentes sources, il n'a plus de ressources pour continuer la guerre aussi massive, pour envahir toute l'Ukraine, même si c'était ça son but initial. Donc pour moi, c'est probablement un point de tournant où en tout cas le conflit va être gelé encore pour une certaine période. Ils vont commencer à essayer de négocier de nouvelles frontières. Et ça peut donner effectivement un boost de positif sur l'économie également, parce que les bourses vont réagir sans doute, parce que dès qu'ils vont sentir que la guerre, elle arrive pas à sa fin, mais en tout cas à une certaine période de calmie, elles vont forcément rejouer ce scénario et ça va être rejoué très positivement. Donc le pétrole va chuter, donc les bourses vont monter. Bon, peut-être les valeurs pétrolières vont faire une correction. Après, je ne veux pas encore une fois rentrer dans la géopolitique parce que j'ai du mal à croire que cet accord sera décroché comme ça a eu lieu précédemment en 2014. Ça sera peut-être un rebond de courte durée ou de moyenne durée, mais ça nous permettra d'aller chercher des niveaux qu'on a vus au début de cette année. Possible, donc peut-être on pourra retester les plus hauts. Donc encore une fois, je suis dans une casquette positive aujourd'hui, donc ce n'est pas nécessairement des hypothèses dans lesquelles je suis le plus convaincu, mais en tout cas techniquement et macroéconomiquement, si on parle des faits aujourd'hui, on n'a pas de raison pour rebondir. Donc, pourtant on a rebondi, on reste encore dans le canal technique que vous pouvez trouver sur mon site, donc là je vous invite de le faire. Et pour l'instant, on a encore de la marge du rebond jusqu'à 4000 points sur S&P 500. Voilà. Donc pour moi, on reste toujours dans le même concept qu'on a déjà vécu, il n'y a rien à changer. On ne peut pas parler d'une transformation durable de l'humeur du marché. Et rien du concret dans les chiffres. Toujours encore, Jerome Powell a annoncé pendant son discours, quand il s'est adressé, quand s'est testimonié en faire le Congrès, en fait son discours devant le Congrès, il avait dit qu'il va monter les taux jusqu'à l'inflation commence à ralentir. Mais encore une fois, l'inflation, c'est très important à comprendre. Que je sais qu'il y a souvent des personnes font une grosse confusion que l'inflation peut rester à zéro si les prix vont se stabiliser au niveau très élevé. Donc aujourd'hui, en fait, là, cette année, on a vécu la hausse des prix phénoménale. Ça, c'est un fait. Je pense qu'on peut aller faire le plein à la pompe, vous allez voir. Et donc, si les prix se stabilisent à ce niveau-là, dans ce cas-là, on va avoir l'inflation à zéro. Donc l'inflation, c'est la première dérivée du prix. Donc c'est la vitesse d'augmentation des prix. Si la vitesse se stabilise, donc elle est à zéro, donc on n'a plus d'inflation. Donc je sais que certaines personnes, elles confondent souvent la déflation avec la baisse de l'inflation. Donc personne ne parle de la baisse des prix. Et donc pour la Fed, ce qui est important, que l'inflation s'arrête. Donc le fait qu'elle s'arrête ou elle diminue significativement à partir de niveaux incroyables que nous voyons aujourd'hui, moi je trouve personnellement très probable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc peut-être en Europe ça va être plus difficile, mais aux États-Unis, cette hypothèse de JP Morgan Chase, elle est tout à fait plausible pour moi.
Voilà, donc effectivement, à partir de niveaux aussi incroyables qu'on voit aujourd'hui, tout à fait possible de voir un certain ralentissement. Et je pense que Jérôme Powell est un petit peu malin quand il s'est adressé au Congrès, et justement c'est ça qu'il voulait dire. Donc, et si jamais les prix se stabilisent, donc on va retrouver l'inflation à 3,4% déjà, il peut avoir ça comme un argument de arrêter ses hausses de taux, probablement mentionner un petit peu l'assouplissement monétaire, et ça va faire une grosse explosion des marchés. Et dans ce cas-là, effectivement, nous allons pouvoir sortir par le haut du canal de correction que nous vivons depuis le début de cette année 2022. Voilà. Vous voyez, donc si on veut être positif, si on veut être optimiste, moi je vois ce scénario que voilà, la récession, peut-être les États-Unis vont échapper. Vous savez, moi personnellement, je m'en fous de la récession. Récession, c'est quoi? C'est 2 trimestres de baisse de PIB. Si c'est une baisse de PIB de 0,1%, c'est juste des chiffres au final, en fait. C'est pas nécessairement économiquement parlant, ce n'est pas grand-chose. Mais par contre, l'inflation, c'est un vrai phénomène. Donc après, si on prend le contrôle sur l'inflation, si elle se stabilise, même en gardant les prix énormes que nous avons aujourd'hui, pourquoi pas, on peut avoir une inflation à zéro et vivre avec ces prix qu'on a dans les magasins. Donc ça ne va pas dire que les prix vont baisser. Je pense que la baisse des prix, c'est très difficile, c'est très délicat parce qu'évidemment, les entrepreneurs et tous les vendeurs, ils s'habituent très rapidement aux prix élevés. Ça leur permet d'avoir plus de marge, d'avoir plus de choses. Donc je ne pense pas qu'ils vont être très moteurs pour la baisse des prix, mais dans tous les cas, la stabilisation de prix, tout le monde est plutôt d'accord, c'est que l'inflation de tel niveau est très mauvaise pour l'économie. Du coup, voilà, je vais vous donner un avis optimiste sur les marchés financiers pour ceux qui cherchent des idées positives pour les vacances. Donc voilà, après c'est à vous de décider si vous voulez y croire, si vous ne voulez pas. Donc si vous préférez de rester en dehors du marché ou même de shorter le marché, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une opinion qui dit que les marchés vont rebondir et rebondir très fortement. Voilà, maintenant concernant ma stratégie reste inchangée. J'ai fait quelques petites acquisitions, comme je vous ai dit tout à l'heure, en sortant un petit peu au-delà de 100% d'exposition sur les marchés. Donc je suis très très fortement investi. Mais attention, avec des options, j'ai des protections. Ça, c'est la stratégie que j'ai adoptée depuis le début de cette année. J'ai des stratégies de protection optionnelles de mon portefeuille. Donc en cas de baisse, je serais presque content parce que ça me permettrait encore à nouveau de refermer mes positions short avec des plus-values et avec cet argent profiter des bonnes affaires qui se présentent évidemment pendant toutes les baisses boursières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. N'oubliez pas en like, partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse. N'oubliez pas de moi sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur Instagram, sur mindycash.fr. Je suis déjà pas mal présent sur pas mal de réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Profitez du beau temps s'il fait beau chez vous, comme chez nous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour tous les jours sur mon blog et sur YouTube, sur Mind de Cash. Inscrivez-vous pour la semaine prochaine. Allez, bye bye, bon dimanche.